On reprend cette deuxième partie sur le chapitre numéro 6 du cours sur les réseaux. On est toujours sur les techniques de fibre optique. On a parlé dans la première partie des différents connecteurs, des différents types de fibre optique, monomode, multimode. Et puis on a parlé également de comment rajouter un connecteur sur une fibre optique de manière mécanique. Là maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que on va parler de la technique qui est la plus utilisée sur le terrain, c'est l'épissurage par fusion. Donc en fait, on va préparer notre fibre optique pour rajouter ce fameux connecteur qui est déjà relié sur ce morceau de fibre optique. Et donc l'épissurage par fusion, il y a plusieurs vidéos, dont la mienne, qui sont disponibles sur YouTube. Là j'en ai pris une autre pour le cours et puis on va la commenter en même temps. Bonjour, je vais donc vous présenter aujourd'hui la soudeuse Sumitomo T39. On va faire une prise en main rapide de l'équipement. Pour ceci, on va donc essayer de souder deux fibres optiques en 900 microns. Donc nous allons avoir besoin de la soudeuse T39, de la cliveuse pour préparer la fibre et des outils de préparation. Donc une pince. Donc là c'est pareil, lui il utilise une soudeuse haut de gamme, une Sumitomo. Moi dans la vidéo que je vous présentais, c'était la soudeuse d'entrée de gamme qu'on a au lycée. Donc voilà, c'est plutôt ce matériel-là qui est utilisé en entreprise. Un produit pour nettoyer la fibre, des lingettes non pelucheuses, des protections d'épissure pour protéger la fibre et bien sûr de la fibre. Nous allons donc maintenant allumer la soudeuse en appuyant sur le bouton Power. Donc la soudeuse nous demande maintenant de choisir si on veut travailler sur la batterie ou alors sur le câble d'alimentation, sur le secteur. Donc dans le cas présent, nous allons travailler sur la batterie. Donc la soudeuse maintenant fait une auto-inspection. Alors à quoi ça sert? Ça sert par exemple à vérifier que tout est en ordre pour pouvoir faire une soudure optimale. Donc elle va vérifier tout ce qui est électronique, tout ce qui est optique et tout ce qui est moteur, ainsi que les fours. Donc cela prend quelques secondes. Voilà, l'inspection est maintenant terminée. Nous allons donc arriver sur l'écran d'accueil, ici présent. Donc la première chose à faire avant de venir préparer ces fibres pour la soudure, c'est de bien vérifier si l'arc de test a bien été fait. Pour ceci, vous allez aller dans le menu Paramètres en appuyant donc sur le carré rose situé ici sur la machine. Donc on modifie ici en on pour pouvoir le faire. Donc on revient maintenant sur l'écran d'accueil et on va donc choisir le type de fibre qu'on est en train de souder. Donc pour ceci, on va aller dans Menu en appuyant sur la petite flèche grise située ici sur le curseur. On arrive ici. Donc il va falloir dire à la soudeuse si on est en train de faire de la fibre monomode ou multimode. On voit qu'on est en fibre automatique avec une protection d'épissure en 60 mm. Donc on peut modifier ces valeurs. Alors la protection d'épissure en 60 mm, ça veut dire que alors on l'appelle aussi le smooth, c'est cette espèce de petite gaine thermorétractable avec un morceau métallique dedans qui va rendre rigide la partie de fibre où on a fait la soudure. Elle fait 6 cm de long, elle fait 60 cm de large. Et donc on protège une fibre qui a un diamètre de 0,25 mm. En allant dans Changement Paramètres. Ceci, on appuie sur Sélection avec la petite flèche de droite du curseur. Donc, la soudeuse Sumitomo propose un large panel de programmes qui permettent de souder toutes les fibres du marché et aussi celles de dernière génération. Alors SMF, Single Mode Fiber. Type G657. On voit ici qu'il y a plus de 40 programmes disponibles. Dans le cas présent, on va utiliser le programme SMF Quick.
On va donc valider en appuyant sur sélection. Nous arrivons maintenant au choix de la taille de la protection des fissures afin de protéger la soudure. Donc, dans le cas présent, on est bien en 60 et en 900 microns. Donc, on va se mettre en 0,9. Donc 900 micromètres, c'est le diamètre du câble optique qui sera serré à l'intérieur de la protection des fissures. Et on va valider toujours en appuyant sur sélection. Maintenant qu'on a paramétré la soudure, on va pouvoir commencer à préparer ces fibres pour pouvoir faire la soudure. On n'oublie pas de revenir au menu principal en appuyant donc sur le curseur gauche, soudure. Voilà. Donc on va donc maintenant préparer deux fibres optiques. Je vais donc couper un premier bout de fibre à l'aide de la pince à dénuder. Hop. Et je vais commencer à la dénuder. Donc première partie, étant donné que c'est une pince triole, on va utiliser le trou intermédiaire pour enlever la protection en 900 microns. Comme c'est de la structure serrée, on va dénuder petit à petit. Hop, sur 3-4 cm, de façon à avoir une longueur de clivage suffisante. Voilà, encore un petit bout, et ce sera bon. Voilà, donc là, on a enlevé la partie 900 microns. On va donc maintenant utiliser le troisième trou, ici, pour dénuder le buffer 250. Donc on se place dans la dernière partie, et on enlève le résidu 250 pour arriver en fibre 125 microns. Voilà, donc il a enlevé le 900, il s'est retrouvé en 250 micromètres, c'est-à-dire un quart de millimètre. Là, il vient d'enlever le quart de millimètre pour se retrouver à 1/8 de millimètre. Une fois cette étape terminée, on va devoir passer au nettoyage de la fibre. Donc pour ceci, on va utiliser une lingette non pelucheuse. On va venir découper. Voilà. On va mettre un peu de produit nettoyant dessus. Et on va venir enlever les derniers résidus qui se situent sur la fibre. Donc refaites l'application jusqu'à temps que vous entendez la fibre chanter. Voilà. Donc, dernière opération, on va donc maintenant venir couper à angle droit la fibre optique à l'aide de la cliveuse optique. Donc, on va donc maintenant venir couper la fibre à 90 degrés pour avoir une soudure optimale. Donc, on va utiliser la cliveuse. On va donc venir ouvrir les capots. Donc pensez toujours à venir armer la cliveuse. La lame doit se situer vers vous. Donc vous venez ensuite ouvrir la poubelle et positionner votre fibre optique. Donc vous venez la maintenir comme ça. Vous fermez le capot et vous armez le couteau pour couper la fibre. La fibre est donc maintenant coupée. Vous réouvrez. La fibre qui a été coupée est tombée dans la poubelle à déchets afin de ne pas se blesser. Et vous venez donc maintenant retirer la fibre. On va donc maintenant venir la déposer dans la soudeuse. Alors on remarque que contrairement à la soudeuse que j'ai utilisée moi dans la vidéo, le patin, la fibre ne reste pas dans le patin qui permet de le coincer. Dans la vidéo que je vous ai montré, le patin restait et puis on sortait le patin de la cliveuse et on l'utilisait directement sur la soudeuse. Lui, il sort la fibre sans le patin. Donc vous ouvrez le paravent, vous ouvrez les clapets et vous venez positionner la fibre délicatement dans la petite rainure près des électrodes. Une fois cette opération faite, vous n'avez plus qu'à bloquer la fibre en appuyant, en fermant le clapet. La fibre est donc maintenant positionnée. Nous allons donc maintenant effectuer exactement les mêmes opérations pour placer la deuxième fibre. Cette fois-ci, n'oubliez pas de placer la protection des fissures pour pouvoir renforcer la partie soudée. Vous la faites glisser. Positionnez la fibre de la même façon. Donc les fibres sont maintenant donc prêtes à être fusionnées entre elles.
il suffit simplement de fermer le capot et la soudure va se mettre en marche automatiquement. Les moteurs vont rapprocher les fibres des deux côtés. Vous avez un petit arc de nettoyage pour nettoyer le dernier résidu. Ici, les valeurs des angles de clivage, une analyse sur X et Y, et ensuite, le point de fusion est fait. Donc, une fois la soudure terminée, on obtient ici une estimation des valeurs de perte, qui est donc très très bonne avec la T39 Sumitomo. On va donc maintenant ouvrir le capot pour pouvoir faire un test de traction pour vérifier si la soudure est bien solide. Donc voilà, donc là il m'approuve le test, donc j'ai plus qu'à retirer la fibre en ouvrant les clapets. Et je vais donc maintenant venir protéger mon point de soudure avec la protection des fissures que j'ai utilisée tout à l'heure. Voilà. On va donc venir la placer dans le four. L'avantage d'avoir deux fours, c'est que vous allez avoir une meilleure productivité sur le terrain. Ouvrir le four et placer le manchon à l'intérieur. L'avantage de la soudeuse, c'est qu'il y a un four automatique. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton pour qu'il se lance automatiquement. Sinon, vous avez les deux boutons jaunes ici qui permettent d'allumer respectivement le four 1 et 2 qui sont totalement indépendants. Donc il place ensuite sa protection des fissures dessus, c'est une canne thermo, et puis en chauffant, ça va permettre de rigidifier un petit peu la soudure. Donc maintenant on va voir comment on fait une installation de la fibre sur le terrain. Donc c'est une vidéo que j'ai reprise chez Orange, on va également la commenter. La fibre en pavillon. Installation de la fibre en pavillon en 3 étapes. 1. Passage de la fibre optique de la rue au garage via une chambre souterraine. 2. Passage de la fibre optique du garage au salon. 3. Installation des équipements. Passage de la fibre optique de la rue au garage via une chambre souterraine. Les techniciens se rendent au point de branchement souterrain qui se trouve dans la rue. À l'aide d'un câble rigide appelé aiguille, les techniciens vérifient que le parcours dans les fourreaux est disponible. Donc l'aiguille, c'est un petit peu le tire-câble qu'ils utilisent pour pouvoir passer la fibre optique dans les fourreaux. L'aiguille passe de la chambre souterraine à la chambre intermédiaire, puis au garage. Une fois le passage vérifié, la fibre est fixée à l'aiguille pour suivre à son tour le même chemin de la chambre du point de branchement souterrain jusqu'au point d'arrivée du client. Le technicien va maintenant connecter la fibre au point de branchement. Il prépare le câble. Donc ça c'est sa cliveuse, On voit qu'il a le même système que moi, c'est-à-dire le système avec le patin qui permet de maintenir le câble et on va retrouver ce patin au niveau de la soudeuse. Il le connecte ensuite au réseau à l'aide d'une soudure. La fibre est maintenant rangée et fixée dans le point de branchement. Alors dans le boîtier, je vais revenir un petit peu en arrière, voilà, on voit ici que la fibre, on dit qu'elle est lovée. Lovée, ça veut dire qu'on va faire des boucles. Alors ces boucles, le diamètre est calculé. Ces boucles, ils permettent d'avoir une distance supplémentaire en cas de besoin pour refaire des soudures. Et voilà, ça permet de stocker l'excédent de fibre en ayant exactement le bon angle d'enroulement. Parce que si on a un angle trop serré, on perd en débit. Et donc ça c'est une cassette qui permet de lover la fibre. Et ici, je vais venir coincer les protections des fissures. Elles vont venir se coincer ici. Donc les différentes soudures qu'on fera dans cette cassette, on les retrouvera ici, alignées. Point de branchement. Le travail dans la chambre souterraine est maintenant terminé. Le technicien réalise la connexion dans une armoire située sur le domaine public. On voit que c'est des connecteurs SC.
Une fois que la fibre arrive dans le garage, les techniciens installent une prise optique. Alors ici, ce boîtier, on l'appelle le PTO, c'est le point de terminaison optique. C'est là où la fibre optique arrive dans la maison par le fournisseur. Installe une prise optique. La même opération de soudure est réalisée, ainsi que la vérification du branchement de la fibre. Les techniciens font passer la fibre du garage jusqu'au salon. Passage de la fibre optique du garage au salon. Lorsque cela est possible, les techniciens utilisent les caches existants ou faux plafonds. Dans tous les cas, le raccordement reste discret, puisque le diamètre du câble est de seulement 4 mm. L'installation est terminée. L'esthétique du pavillon est pleinement préservée grâce à une installation complète et professionnelle. Installation des équipements. Le technicien explique à la cliente les usages, etc. Donc là, c'est du classique. Alors, je crois que j'ai une deuxième vidéo. Ouais, voilà, ici, sur le déploiement sur le terrain. Alors, un terme, ici, FTTH, Fiber to the Home. Donc c'est la fibre jusqu'à la maison. Donc là, on revient un petit peu sur ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le boîtier. Ici, ça va être un boîtier de distribution d'abonnés où on va pouvoir mettre 8 abonnés. Alors une remarque quand même, tout à l'heure je vous disais que sur les fibres optiques au niveau des LAN, on avait toujours émission et réception et c'était toujours une paire de fibres. Quand on est sur de la fibre optique monomode pour la distribution vers les abonnés Internet, c'est une autre technologie, c'est du GPON. La technologie GPON, en fait, c'est une technologie qui va nous permettre dans une seule fibre, de faire passer l'émission et la réception. Alors évidemment, c'est au prix d'une petite perte de débit, mais c'est quand même beaucoup plus simple de distribuer une connexion Internet chez un abonné en passant par une seule fibre que par une paire de fibres. Donc ici, on voit les endroits où on va venir caler les protections d'épissure, les smooths. Et on a nos connecteurs SC qui sont ici. Ici, les entrées des câbles de branchement. Et ici, le gros câble de distribution pincé par son press-et-toup. Ici, c'est les protections sur les connecteurs. Et donc, ce boîtier, on le retrouve en extérieur dans la rue. C'est ce qui va permettre de distribuer la fibre optique chez 8 clients, 8 abonnés. Donc le press-et-toup, c'est un système mécanique qui va venir coincer le gros câble, qui évite qu'il coulisse trop dessus. Donc dans ce gros câble, on va retrouver la distribution, les 8 fibres qui vont être distribuées chez les clients. Voilà, et c'est donc sur cette platine pivotante qu'on va venir lover la fibre. Voilà le technicien qui vient avec sa fusionneuse, sa soudeuse. Donc vous voyez que ici, effectivement, il parle bien de smooth. En fait, smooth, c'est le terme technique anglais pour protection d'épissure. Donc là maintenant, on va venir ramener les câbles de distribution vers chez les clients. Donc pas de press-et-toup ici, mais des systèmes caoutchouc à manchon. Pareil, on parle bien de pigtail. Le pigtail, je rappelle que c'est le morceau de fibre optique avec le connecteur.
Donc là c'est le même principe, hein. Il répète 2 fois l'opération. Ici il a déjà le connecteur dessus, il n'a pas besoin de faire de soudure. Bon voilà, c'est le principe du boîtier dans la rue, hein. On va aller jusqu'au bout. Donc maintenant qu'on a vu comment on faisait les raccordements, les soudures sur la distribution fibre optique chez le client, maintenant il faut faire les vérifications pour savoir si ça fonctionne bien. Et donc pour ça il faut faire des mesures optiques. Alors on va voir ce qu'on peut avoir comme type de mesure optique. Donc la mesure optique la plus simple à mettre en évidence, c'est la méthode par insertion. C'est-à-dire que je vais insérer de la lumière à un endroit, puis je vais voir si elle ressort de l'autre côté. Voilà. Donc voilà une source laser. Donc on voit que ça c'est une source en 1310 nanomètres. Je vais insérer cette source sur un connecteur, sur un tiroir ou un coffret. Ça va passer à travers les différentes longueurs de fibres, hein. On sait qu'on peut aller jusqu'à plusieurs kilomètres, voire même dizaines de kilomètres. Et puis j'ai un cordon de mesure de l'autre côté qui va me dire la perte en dB que je vais avoir sur cette fibre. Donc on sait précisément la puissance avec laquelle on a envoyé de la lumière à l'entrée sur la source lumineuse. Et donc les deux appareils là doivent être calibrés précisément, hein. Parce que forcément ils sont à une distance conséquente, et donc comme on sait exactement la puissance insérée, on va pouvoir mesurer la puissance en sortie et en déduire la perte. Et donc au-delà d'une perte en dB, on va déqualifier la connexion, et bien on va être obligé de la refaire. Donc cette méthode permet de mesurer une perte de puissance lumineuse. Ainsi chacune des fibres optiques du réseau est qualifiée. Alors qualifiée, ça veut dire que elle a été testée, elle a été validée, et puis on a un rapport de recette, c'est-à-dire un document qui va nous dire sur telle connexion j'ai tant de dB de perte, et donc ça veut dire que l'installation elle est qualifiée pour le service. Ce dernier permet de s'assurer que les valeurs sont inférieures au seuil défini. Donc la méthode maintenant la plus performante, c'est la méthode par réflectométrie. Cette méthode par réflectométrie, elle permet non seulement de qualifier le câblage, mais elle va aussi nous permettre de réaliser des opérations de maintenance dessus. Parce que je vais pouvoir savoir où il y a un problème sur mon câblage. Donc la méthode par réflectométrie, elle utilise un appareil qui s'appelle un réflectomètre, qui est un appareil qui est quand même relativement cher, hein. Avec la fusionneuse, ça doit être aussi le deuxième appareil le plus cher de l'équipement du technicien en fibre optique. Et donc cet appareil, ce réflectomètre, il va être capable de nous éditer ce genre de document. Donc c'est un graphique qui est gradué en dB sur l'axe vertical et en mètres, voire en kilomètres sur l'axe horizontal. Et donc ça va nous permettre de voir quelle va être la perte. Donc les dB, hein, c'est du gain, hein. Ça veut dire que si jamais j'ai des dB qui baissent, c'est un gain négatif, c'est donc bien une perte de puissance lumineuse en fonction de la distance. Et donc je vais avoir à un moment donné des sauts, des pertes d'un coup. Ça va correspondre ici à la présence d'un connecteur. Parce que quand on est sur une fibre, je vais avoir une perte lente mais régulière. Par contre, dès que je vais avoir un connecteur quelque part, ça veut dire que la surface du connecteur qui est censée faire passer la lumière, on parlait tout à l'heure de la férule. La férule, c'est l'embout du connecteur de fibre optique. Cette férule, elle est simplement posée contre le connecteur. Donc si elle est simplement posée, ça veut dire qu'à un moment donné, même s'ils sont posés avec une certaine force et très près l'une de l'autre, je vais avoir une différence de milieu. Et cette différence de milieu, elle va me créer une perte. Donc là, cette perte, je vais avoir un saut, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais descendre d'un cran. Donc c'est que j'ai un connecteur. Là, je descends de nouveau d'un cran, j'ai un deuxième connecteur. Je passe sûrement par une jarretière ici. Et donc là, je continue le long de la fibre, j'ai une perte lente mais régulière. Et ici, là, on se rend compte qu'on a carrément un défaut, c'est-à-dire une chute supérieure à 31,88 dB. Et puis après, c'est terminé. Donc là, je sais que ici, à une distance de 1162 mètres, j'ai un défaut. Et donc, grâce à cet outil, je vais pouvoir aller chercher le défaut au niveau du câblage et éventuellement le dépanner. Donc là, je sais qualifier, si j'avais eu cette pente régulière, j'aurais pu trouver exactement
au bout du câble combien de dB il me reste, et donc qualifier le circuit, mais en plus je vais pouvoir faire une opération de maintenance dessus. Donc le réflectomètre, on l'appelle aussi OTDR, Optical Time Domain Reflectometer, produit une courbe de la perte en dB par rapport à la distance depuis l'appareil. La lecture de cette courbe permet de déterminer les liaisons de mauvaise qualité et éventuellement les défauts. Donc ça c'est un appareil qui est vraiment important pour le dépannage en fibre optique, le réflectomètre. Un petit exercice pour résumer les deux vidéos sur le chapitre numéro 6 sur la fibre optique. Donc, quel est le rôle de la gaine de cladding? Alors je rappelle sur la première image les différentes gaines qui entourent le cœur de la fibre optique. Celle qui est la plus proche, c'est la gaine de cladding, et encore au-dessus, on a la gaine de coating. Alors la gaine de cladding, elle n'est pas là pour rigidifier le câble, la gaine de cladding, elle est là pour enfermer la lumière à l'intérieur du cœur. Donc son rôle est de confiner, c'est le cas de le dire en ce moment, le signal lumineux à l'intérieur de la fibre. Donc je vais faire en sorte que la lumière ne sorte pas, parce que si jamais elle devait sortir du cœur, eh ben c'est une perte en dB. Et ça, si on veut pouvoir transmettre sur des longues distances, il ne faut surtout pas que ça arrive. Quel est le rôle de la gaine de coating? Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le coating, lui, il n'a aucun rôle au niveau optique, par contre il a un rôle au niveau de la traction et de la rigidification du câble. Donc il assure la solidité de la fibre. Quelle différence y a-t-il entre la fibre optique monomode et la fibre optique multimode? Ça c'est un point qui est très important. La fibre optique monomode, elle est plutôt utilisée sur de longues distances, donc sur les WAN, et la fibre optique multimode, elle est plutôt utilisée sur des courtes distances, donc plutôt sur les LAN. Je rappelle, WAN, Wide Area Network, réseau étendu, et LAN, Local Area Network, c'est-à-dire réseau local. Donc la fibre monomode est utilisée sur les WAN et utilise un faisceau lumineux direct, alors que la fibre multimode est utilisée dans les LAN et possède plusieurs faisceaux avec des angles différents. C'est ce qu'on appelle un mode. Le mode, c'est l'angle d'insertion du faisceau lumineux à l'intérieur de la fibre. Quand on est sur du monomode, il n'y a qu'un angle, c'est tout droit. Quand on est sur du multimode, je peux avoir plusieurs angles différents et donc avoir plus de données en même temps. Quel type de lumière est utilisé dans la fibre optique? Alors ça, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé spécialement dans le cours, mais en fait, si jamais on débranche un connecteur SC d'une fibre optique qui est en fonctionnement, et qu'on regarde le bout, on ne voit pas de lumière au bout de la fibre optique. En fait, la fibre optique telle qu'elle est utilisée en fonctionnement sur des appareils actifs dans un réseau, elle n'est pas visible. Alors parfois, on peut tester la fibre optique à partir de lumière visible avec un testeur lumineux, comme je le fais dans ma vidéo de test de fibre. Mais en fait, c'est moi qui force une lumière visible à l'intérieur. La fibre optique va laisser passer tout type de lumière. Mais en réalité, quand elle est utilisée, on va dire, dans le réseau, c'est plutôt de la lumière infrarouge qui est utilisée. Et la lumière infrarouge, on n'est pas capable de la voir à l'œil nu. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas savoir si une fibre optique est active, s'il y a un appareil actif de l'autre côté ou pas, rien qu'en la regardant. Qu'est-ce qu'une jarretière au sens de la fibre optique? Alors, une jarretière, au sens du réseau déjà, c'est un câble de courte distance avec un connecteur de chaque côté. Donc au sens de la fibre optique, ça va être un câble optique avec des connecteurs optiques de chaque côté. Et ce câble de courte distance, il va nous permettre de faire des liaisons à l'intérieur d'une armoire réseau par exemple. Donc c'est un câble de brassage, mais en fibre optique. Quel type de connecteur est le plus répandu en fibre optique? Donc le type de connecteur le plus répandu, je l'ai déjà dit tout à l'heure plus tôt dans la vidéo, c'est le connecteur de type SC. C'est le gros connecteur carré. Je passe directement de la question 6 à la question 10, c'est bien la preuve que j'en ai supprimé quelques-unes. Quel est le principe de l'épissurage par fusion? Donc l'épissurage par fusion, l'épissurage, on appelle ça aussi la soudure de la fibre optique. L'idée, ça va être de faire fondre le cœur. Je rappelle que c'est de la fibre de verre, on va faire fondre le cœur optique et en le faisant fondre, on va faire en sorte qu'il se soude. Et en se soudant, je vais avoir un minimum de perte en dB. Donc l'épissurage par fusion, ça consiste à fondre thermiquement
donc avec un arc électrique, le cœur de la fibre pour la coller. 11. Quelle est la méthode de mesure optique la plus performante? Alors je rappelle les deux méthodes de mesure optique, de test, c'est la méthode par insertion et la méthode par réflectométrie. Et donc la méthode la plus performante, c'est la méthode par réflectométrie. Je rappelle la différence, méthode par réflectométrie. La méthode par insertion, je vais insérer une certaine puissance lumineuse et puis je vais mesurer de l'autre côté pour savoir s'il y a beaucoup de pertes en dB. Tandis que la méthode par réflectométrie, je vais insérer une certaine puissance lumineuse, mais ensuite je vais essayer de mesurer le reflet, l'écho lumineux à l'intérieur de la fibre optique, ce qui va me permettre non seulement de savoir combien de dB j'ai perdu sur cette fibre, mais en plus de détecter les différents problèmes que je peux avoir dessus en cas de maintenance. Voilà, cette vidéo termine la série sur les courbes réseau, et cette deuxième vidéo termine le couple de vidéos sur la fibre optique. Voilà, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses avec cette série de vidéos. À bientôt.